La RDC était un État de droit, un État souverain, mais selon la même constitution, elle est également un État social. C'est vrai que beaucoup de choses ont déjà été faites pour le social, mais beaucoup encore reste à faire. Je suis convaincu que ce n'est pas seulement le travail dévolu aux membres du gouvernement, aux chefs de l'État, c'est une affaire de tous, même pour les initiatives propres des membres du gouvernement. On va découvrir ensemble une ONG au nom de Ulindi qui œuvre dans le domaine de la protection sociale. Et pour en parler dans ce numéro spécial Grand Plateau, j'ai avec moi Vanok Munipole. Il est justement dans le domaine de la communication, journalisme, etc. Mais aujourd'hui, c'est sous la casquette d'un opérateur qu'on va le prendre pour ce numéro spécial. Et à mon côté gauche, il y a l'honorable député national Olive Moudekereza, élu de Walungu, avec qui également nous allons aborder ce sujet de protection sociale. Bienvenue à vous tous à ce numéro spécial. Merci beaucoup, Guetta. Alors, Vanok Munipole, j'ai d'entrée de jeu parlé des Ulindi. C'est une ONG, une ASBL qui évolue dans le domaine social. Alors, concrètement, que peut-on retenir des Ulindi? Merci beaucoup, Gaëtan Koubaburanzi. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, que nous sommes là en train d'œuvrer dans le secteur social. Bien sûr, et Ulindi, d'abord, c'est une ONG, une organisation d'abord nationale, mais en caractère international. Pourquoi? Parce que les objectifs que nous visons ne vont pas s'arrêter uniquement en République démocratique du Congo. Nous irons avec ces objectifs petit à petit jusqu'à atteindre d'autres pays, au-delà même des frontières de la RDC. Mais qu'est-ce que nous voulons exactement faire au niveau de la République démocratique du Congo? Ulindi, en tant que une association, une organisation, une ONG au niveau national vise exactement la protection sociale. Comment nous voulons arriver à cette protection sociale? C'est tout simplement parce que nous savons que quand on veut aller dans les objectifs du développement dans un État, il faut d'abord qu'il y ait un environnement propice. Et à travers cet environnement propice, les citoyens de cet État, le peuple de cet État, à ce niveau-là, doivent maintenant travailler dans un milieu qui leur donne l'occasion de pouvoir atteindre leurs objectifs. Voilà à ce niveau ce que nous voulons. Dans un premier temps, comment nous pouvons préparer, assainir, bien entendu, ce milieu, le milieu dont nous vivons, nous les Congolais, et qu'est-ce que nous ferons maintenant pour atteindre ce point du développement. Selon les dépliants de Ulindi que j'ai pu voir, vous êtes également dans l'assainissement que vous venez d'évoquer, notamment pour ce qui concerne l'encadrement ainsi que la prise en charge de personnes débiles, c'est comme ça qu'on peut les appeler. Tout à fait, Gaëtan Koubaburanzi. C'est quoi? Nous voulons, dans l'ensemble, avec les objectifs de Ulindi, nous avons au moins 4 points que nous mettons l'accent. Le premier point, comme objectif, c'est l'encadrement de tous les débiles mentaux. Donc, les gens qui ont perdu leur mémoire et qui sont éparpillés partout en République démocratique du Congo, notamment dans les grandes villes. Ici à Kinshasa, ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Partout, vous pouvez passer dans les grands acteurs. Il y a ces gens-là, les débiles mentaux qui se pavanent partout avec leurs fardeaux. Et cela constitue en quelque sorte une insécurité sur le plan social. Je vous donne un exemple avec le gouverneur de la province-ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, qui a lancé d'ailleurs l'initiative de Kinshasa-Bopeto, que nous saluons, parce qu'il y a déjà des effets. Mais avec Kinshasa-Bopeto, aussitôt que les éboueurs passent, après avoir ramassé les immondices, et c'est maintenant ces débiles mentaux qui se présentent avec leurs fardeaux. Et leur fardeau constitue aussi de quoi? Une sorte d'insalubrité. Quelque chose d'insalubrité. Vous comprenez? Mais il y a l'incohérence entre ces deux réalités. Comment, en même temps que vous débarrassez des immondices, et en même temps, vous vivez ensemble avec ces personnes qui se promènent avec les immondices? Ça, c'est un exemple. Nous voulons parler aussi dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kinshasa et dans les grandes villes de notre pays. Comment on peut protéger, mais se faisait aussi à l'époque, les malvoyants. Les malvoyants, aujourd'hui, ils sont partout, ici comme à Kinshasa. Ils sont en train de demander, de quémander
les gens qui sont en train de passer, dérouler avec leur véhicule, une fois par exemple un agent de circulation routière arrête la circulation pour faire passer le piéton, et vous verrez subitement, ce sont les malvoyants accompagnés de leurs enfants et leurs proches pour demander aux gens. Apparemment, c'est une situation nouvelle. Il y a de cela 5 ans, on ne voyait pas autant de malvoyants accompagnés des personnes qui les aident à marcher dans les grandes routes, les artères. Je peux citer notamment sur le long du boulevard du 30 juin, ainsi que vers le boulevard Triomphal. Qu'est-ce qui a occasionné cela alors que nous sommes en plein air du social? Le chef de l'État, c'est le président du peuple d'abord. Tout à fait, c'est le constat que nous avons fait. Parce que à l'époque, quand ces gens-là, on ne les voyait pas en public. Pourquoi on ne les voyait pas auparavant, et maintenant il y a on les des voit. hommes qui existent jusqu'à aujourd'hui, Gaëtan Kouaboranzi. Il y a des hommes qui existent. Maintenant, ces gens-là ont quitté leur milieu de cantonnement, puisque tout simplement, ils ne sont pas assurés sur le plan social, sur leur survie quotidienne. La prise en charge est Il n'y a pas la prise en charge. Et ces gens ont quitté leur milieu de cantonnement, les hommes qui ont été construits pour cela, et ils sont maintenant dans la rue. Et ça constitue un danger au niveau, non seulement pour leur propre vie, avec les enfants qui les accompagnent, d'ailleurs qui sont mineurs, au lieu d'aller à l'école, et aussi, même pour les personnes qui circulent dans la ville, parce qu'à tout moment, on peut les tamponner, et c'est un accident de circulation. Un danger pour les automobilistes. Tout à fait, donc ça crée de l'insécurité. Et pour aller peut-être un peu plus vite, nous parlons aussi de la migration au niveau de Oulinzi, la migration interne. Nous avons identifié certaines personnes, ici à Kinshasa par exemple. Quelqu'un a quitté sa province, supposons qu'il a quitté l'Équateur, le Congo central ou le Grand Bandundu par exemple, le Kasaï, voire même le nord au sud Kivu. Quelqu'un est arrivé ici à Kinshasa, après avoir peut-être fait ses business, et il s'est retrouvé dans une situation, il ne sait plus comment retourner dans son milieu. Mais cette personne ne peut pas rester ici à Kinshasa. D'abord, il n'est pas Koulouna. C'est la différence avec le Koulouna et consort. Lui maintenant va commencer à se débrouiller à Kinshasa, mais difficilement. Mais tout simplement qu'il ne sait pas comment retourner dans son milieu où il peut œuvrer aisément et exercer bien ses activités pour contribuer. Et c'est à ce point qu'on vient maintenant d'ajouter les grands projets du développement, notamment l'agriculture, où on va se servir aussi de ces personnes-là, de jeunes gens, des hommes et des femmes, qui n'ont pas à faire, par exemple, dans tel ou tel milieu. On peut chercher à les recadrer et les accompagner là où il y a les activités, par exemple, agricoles, et cela, ça peut donner de la production dans notre pays. Vanok Menipolé, 4 objectifs principaux. Je dois dire que ce sont des objectifs nobles. Alors, je reviendrai vers vous pour que vous puissiez nous expliquer comment comptez-vous justement mettre cela en application, parce qu'il y a des objectifs qui vont apparemment dans tous les sens. Il y a le social, il y a l'agriculture, il y a les malvoyants. Alors, je m'en vais directement vers vous, monsieur le député national Olive Moundé-Kéréza. C'est vrai, vous êtes reconnu dans le Sud Kivu comme un grand acteur social. Vous avez également été dans la FEC Sud Kivu en tant que président durant plus de 2 mandats. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement quand vous avez vu ce projet? Je reconnais également que vous êtes dans le domaine de l'agriculture aussi. Ce qui m'a fort intéressé chez Oulinzi d'abord, c'est la protection. Ouais. Ce qu'a dit Mouine Paul, je voudrais l'encourager, le soutenir dans ses projets. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Il a parlé des personnes handicapées. Dans mon quartier, à ma campagne ici à Kinshasa, si vous allez vers Epen, quand vous arrivez au palais des Marbres, il y a 3 mois, je vis une femme. Je crois que sur le plan mental, ça ne marche pas bien. Mais j'étais étonné de voir qu'elle a créé. Il y a l'espace vide entre le palais des Marbres, au moins 1 hectare. Elle a fait 3 carrés. Quand on carré des champs, c'est environ 25 mètres. La dame a planté des patates douces, des maïs et des manioc. Il y a 3 mois, j'ai vu la même femme avec ses fardeaux. Elle dort là. Le matin, elle fait son chat. Elle est presque en récolte aujourd'hui. Si vous y passez, vous allez filmer, vous allez être étonné. Je suis tout à fait d'accord avec Mouine Paul. Si tous ces gens-là, on peut les récupérer dans un centre de formation. Vous savez, l'État ne peut pas tout faire.
Mais l'État a des partenaires, c'est les ONG, l'Église. Et Moine Paul, c'est une personne à encourager qui a pu réfléchir à cette question-là. Et il a touché sur les points les plus importants qui m'intéressent fort. L'agriculture. L'agriculture. Ouais. Ici, je peux vous montrer les jeunes aujourd'hui, quels que soient tous les groupes de jeunes. Les jeunes s'intéressent à l'agriculture, partout. Et ce sont des ressources humaines à utiliser. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous tous, presque tous les députés, ont soutenu le projet de loi de promouvoir les personnes vivant avec handicap. La loi aussi, le projet de loi aussi pour les personnes, les autochtones, les pygmées. Oui. Ce sont des personnes comme nous. Mais quand vous regardez dans les milieux ruraux, dans les villages, il y a tant de pygmées. Et ces pygmées-là méritent d'être encadrés, faire leur chat, les accompagner. L'État a le rôle d'accompagner. Et qu'est-ce qu'il fera pour l'accompagnement? C'est question, par exemple, vous allez dans les fonds forts, là où il y a des marais, là où il y a des rivières, irriguer, drainer, donner de la semence, accompagner ces gens-là avec des moniteurs agronomes, des ingénieurs agronomes. Il y a tous les jeunes qui ont terminé les études, qui font l'agronomie, mais qui manquent l'accompagnement. Je crois qu'aujourd'hui, l'État a l'obligation d'exploiter, comme je dirais, exploiter toutes ces possibilités, toutes ces opportunités, afin que le Congo puisse produire. Nous ne pouvons pas même nous attendre à avoir un budget consistant tant qu'on ne produit rien. Et nous ne pouvons pas vivre en important les produits vivriers. Quand je passe dans les alimentations ici, même les choux, les carottes, les tomates, venant de l'Afrique du Sud, venant de l'Ostende, venant du Cameroun, ce n'est pas possible. Pour terminer, je vais... Oui. Nous étions en réunion, on a parlé avec le ministre du Commerce extérieur qui parle des zones libres d'échange où d'ici quelques années, il y aura la libre circulation des personnes et leurs biens. Et nous nous disons, les Congos, comment nous allons nous comporter? Nous qui ne produisons rien, nous allons être les consommateurs de tous ces gens-là. Nous ne pouvons pas accepter que nous, on puisse promouvoir les produits des autres. Quand on voit toutes les alimentations ici à Kinshasa, le gouvernement devrait même prendre des mesures pour demander tous les Libanais, tous les Indiens, tous les Chinois qui ont des supermarchés, qu'ils puissent promouvoir les produits agricoles congolais, acheter les produits de tous ces paysans. Un paysan qui est au Sud Kivu, un paysan qui est au Kasaï, un paysan qui est au Katanga, un paysan qui est au Bandundu, qui va promouvoir ces produits? Il faut que les opérateurs économiques, quels sont les opérateurs économiques? Toute personne qui viendra investir et qui est dans l'agroalimentaire, priorité d'abord de promouvoir les produits locaux. Comment vendre nos choux, comment les conserver. Parce que le paysan n'a pas ces moyens. Et c'est là où nous disons, les organisations comme Ulindi, tant d'autres comme la FEC, les coopératives, l'État devrait collaborer avec ces gens pour les accompagner, donner des moyens, est-ce qu'il faut des crédits, prendre des mesures incitatives. Comme il a dit, il faut un cadre propice, il faut créer un cadre propice pour développer, quelles que soient les affaires, quelles que soient dans les sociales. Donc, Ulindi, pour nous, c'est un fait de soulagement. Alors, monsieur le député, dans cet article que vous m'avez remis, j'ai jeté un coup d'œil rapidement. On vous présente, comme je l'ai dit, comme un grand acteur social. Vous avez assisté les sinistrés de Camp Zaïre avec quelques vivres et non-vivres, ainsi que de pièces, des pannes, etc. Mais vous êtes député. L'Assemblée nationale, je suis sûr, a suffisamment des moyens pour contraindre certains opérateurs économiques, ceux qui viennent de l'étranger, à pouvoir promouvoir la culture vivrière ainsi que l'agriculture en RDC. Pourquoi cela n'est pas encore fait jusque-là? Je crois qu'on va réfléchir même pour proposer des lois à ce qui concerne le commerce. Et je vous soutiens parce qu'en disant, il faut qu'au niveau de l'Assemblée, où l'initiative peut venir du gouvernement, il est impensable qu'aujourd'hui, tous les pays de devises qui détiennent le pays soient réservé pour les importations. Importer le riz, importer le maïs, importer même des tomates et des choux, ce n'est pas possible. Moi, j'en ai l'expérience au Sud Kivu. Pendant le confinement, tout était fermé. Mais nous nous sommes mis à produire localement avec des jeunes étudiants, non originaires du Sud Kivu, qui étaient confinés dans leurs universités. On les a pris, nous sommes partis dans les villages.
produire pendant 3 mois, 6 mois. Et c'est possible. Et ça ne demande pas beaucoup de choses. Il faut que les gouvernements, c'est les gouvernements qui doivent décider quelle est sa politique de développement. Quand je vois les gens parler ici de développement, la politique, sans parler du social, de l'économie, et l'économie aujourd'hui, ce qui est possible à faire par les Congolais, c'est l'agriculture. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Ce n'est pas comme celui qui fabrique des télévisions ou des téléphones mobiles ou des véhicules. Non, tout le monde peut s'impliquer dans l'agriculture. Et c'est possible, c'est question d'accompagner ces gens-là qui s'investissent dans l'agriculture. Il faut encourager. Il y a la loi sur l'agriculture. Nous sommes en train de discuter au niveau du Parlement. Et je crois que tous les députés aussi sont unanimes pour adapter notre loi sur l'agriculture, permettre à toute personne qui veut investir dans l'agriculture, soit exonérée de toutes les taxes, les accompagner, amener la sécurité à l'intérieur. Les paysans qui ont son champ des carrés, 3 carrés, 1 hectare, il faut l'accompagner. Il faut lui donner des crédits. Et les crédits agricoles ne se donnent pas au bureau. Les crédits agricoles se donnent sur le terrain. Il ne faut pas ici dans les bureaux à Kinshasa climatisés, quelqu'un qui fait un dossier. Non, il faut aller sur le terrain. Voir réellement si la personne est en train de vous avez combien d'hectares? Vous avez combien de carrés? Qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, l'État congolais aujourd'hui, l'État congolais, c'est le gouvernement, c'est le pays qui a plus de potentiel et d'opportunités. Le Congo peut nourrir tous les pays voisins de la RDC. Nous ne voulons pas que demain, c'est nous qui commençons à aller importer en Angola, au Congo-Brazza, au Cameroun, en Zambie, en Tanzanie, au Burundi, au Rwanda. C'est le contraire, c'est nous qui devrions exporter vers ces pays-là. Mais nous ne faisons rien. Et avec un budget de 6 milliards, mon frère, je ne vois pas et combien qui est réservé pour l'agriculture. Pourtant, ça ne demande pas beaucoup. Si on investit un peu de moyens, nous pouvons produire dans 5 ans, dans 10 ans. Si on investit dans l'agriculture, nous pouvons nous attendre à absorber tous les chômages, à donner du travail à tous ces mondes qui sont dans la rue. Et avec la production, nous pouvons avoir le moyen d'atteindre un budget, peut-être 10 milliards, 20 milliards, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 10 ans. Nous pouvons atteindre un budget de 30 à 50 milliards comme notre pays voisin. Et c'est comme ça, ce qui sera le développement de la RDC. Mais si on ne tient pas à ça, et si on ne veut pas se consacrer vers l'agriculture, les secteurs productifs, priorité l'agriculture, je crois que nous risquons un jour de nous retrouver dans la session de paiement, donc récession. Voilà. Vadok Munipoli, vous avez un accompagnement de taille, un député national. Bon, il est vrai que vous voulez avoir un peu plus d'accompagnement aussi au niveau du gouvernement. On va revenir sur vos objectifs. C'est ce qui intéresse aussi ceux qui nous suivent. Vous avez parlé de l'encadrement des débiles mentaux. Alors que nous savons qu'à Kinshasa particulièrement, nous avons un centre, le centre national qu'on appelle CNPP, qui s'occupe des débiles mentaux. Vous voulez vous supplanter à ce centre ou vous venez en appui, ou ce sera un centre qui sera parallèle à ce centre-là? Non, je crois que c'est une très belle question que vous venez de poser. Nous, on ne venait pas se substituer à ce centre-là. Parce qu'avec l'expérience que nous avons, pourquoi aujourd'hui ces centres-là existent et ces gens-là se retrouvent éparpillés dans la vie? C'est ça la question. La première préoccupation d'abord, c'est de réfléchir comment on peut se débarrasser avec ces gens. D'abord, les faire quitter dans le milieu où les gens sont en train de réfléchir pour développer ce pays, et le milieu là n'est pas propice puisque ces gens-là viennent à tout moment, vous voyez, s'embourber et rester au même moment, au même milieu avec ces gens-là. On ne peut pas, c'est vraiment difficile. Et nous avons réfléchi, nous disons non. Dans un premier temps, nous avons Kinshasa beaucoup de milliers, des espaces inoccupés aux environs. On peut créer un site, au-delà même de ce centre que nous avons, le CNPP, on crée les sites pour les cantonner, vous comprenez. Lorsqu'on les déplace d'abord du centre-ville, et avec l'opération, par exemple, Kinshasa, zéro débile mental. Vous comprenez? Et cette opération, on les évacue, tout le monde, on les cantonne dans ce milieu-là. C'est à ce niveau-là, oui, parce qu'il y a des spécialistes, des médecins qui doivent s'occuper d'eux, pour chercher d'abord à identifier ceux qui sont en mesure d'aller dans ce centre-là, de rééducation, leur centre de santé,
pour qu'on puisse les récupérer, comme l'honorable l'a dit tantôt. Il y a des gens qui sont récupérables, comme oui, la dame que l'honorable voit tout le matin devant chez lui au palais de Marbre, qui est capable de planter son champ, de faire son champ. Voilà. Tout à fait. Et les restes, on saura comment les garder assimilés. Parce que le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons le ministère des Affaires sociales. Les affaires sociales, c'est aussi à ce type de gens, parce que ce sont des Congolais. On ne peut pas les extrémiter et les exterminer pour dire, voilà, on les tue tous. Non. Ils doivent vivre leur vie jusqu'à la fin. Mais ils doivent vivre tout en étant être aussi encadrés. Et voilà, on a fait quelques études pour voir comment on peut d'abord les déplacer, les faire partir du centre-ville où les gens sont en train de vivre avec leurs objectifs de développement et les cantonner à ce niveau-là. Il y a d'autres opérations pour qu'ils puissent être réellement bien encadrés. Ça, c'est au niveau de Bilemento. Voilà, au niveau des malvoyants alors. Le malvoyant, d'ailleurs, ça c'est une question que personne peut-être n'oublie pas qu'il y a des hommes. Allez par exemple vers Mongafula, si vous allez vers Zamba Telecom là-bas. Il y a les hommes de malvoyants. Si vous allez de l'autre côté vers Mboudi, il y a les centres où ces gens-là étaient cantonnés. C'est question tout simplement d'abord de donner l'ego pour dire voilà, plus question de malvoyants circuler dans la ville pour peut-être perturber la circulation. Et on va commencer l'opération pour les retourner dans le milieu, dans les hommes. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré certains d'entre eux. Ce sont des parents. Ce sont des parents, quelqu'un m'a dit, il a 8 enfants, un malvoyant. Parce que ce sont des situations qui arrivent, parfois ce n'est pas par la naissance. C'est pendant que nous vivons, il y a des situations qui arrivent et quelqu'un se retrouve, il devient malvoyant. Mais il a déjà fait des enfants, il a une famille. Mais le papa là me dit, j'ai 8 enfants et il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Vous comprenez? Comment scolariser ces enfants, lui en tant que parent? C'est une question que les autorités, le gouvernement, le ministère des Affaires sociales peuvent se préoccuper, vous comprenez? Pour penser à ce parent-là qui a 8 enfants. Ces enfants-là, s'ils n'ont pas étudié, c'est quoi la conséquence? Vous comprenez? Alors, si on s'occupait d'abord, parce que l'enfant même qui accompagne tous les jours son papa pour aller commander, c'est l'enfant mineur qui pouvait aller à l'école. Demain, il deviendra comment? L'école est gratuite déjà. L'école aujourd'hui est gratuite. Mais lui, il ne peut pas aller à l'école puisqu'il accompagne son papa où il va commander dans la rue où on trouve à manger à travers ce travail-là. Voyez comment l'enfant est contraint de se l'enfant est contraint de rester à côté de son parent pour chercher comment ils vont survivre avec sa famille. C'est une question de dire que voilà, avec cette préoccupation, le gouvernement s'occupe maintenant des retours de cantonnement de ces gens-là et surtout qu'on puisse réserver quelque chose pour leur survie quotidienne. C'est-à-dire le gouvernement doit, dans le budget, nous avons notre député qui est là, on ne sait pas combien on réserve sur le plan social, mais ce sont, quand on vote le budget, voilà les types, les catégories de besoins que l'on doit identifier dans un pays pour qu'on puisse réserver comment encadrer ces gens-là. Et nous avons dit, bon, on ne peut pas laisser toute la charge au niveau du gouvernement. Nous pouvons accompagner le gouvernement, mais en donnant des stratégies comme les travaux que nous avons fait en amont, comment on peut d'abord retourner ce genre dans les cantonnements et comment on peut s'occuper avec eux au quotidien pour qu'eux aussi soient bien encadrés. Et la question suivante, c'est en rapport avec les gens qui se retrouvent dans le cadre de migration. Mais aujourd'hui, nous avons vécu les opérations ici, opération Koulouna qu'on amène à Kanyamakasese. Mais il y a autant de jeunes, parce que l'honorable a dit tantôt ici, que les jeunes sont des ressources humaines importantes aussi dans notre pays, parce que nous avons une jeunesse vraiment en grand nombre. Et ces gens-là qui ne sont pas colons, mais qui sont partout dans la ville et ils n'ont pas à faire. Il y a certains d'entre eux, par exemple, qui vendent, ce sont des sireurs de chaussures. Ce sont, par exemple, ils ont leurs balouchons sur la tête pour vendre de l'eau et conso. Mais comment on va s'occuper de... C'est pourquoi c'est cet objectif ici se remarie avec l'agriculture. Nous avons pensé. L'honorable vient de dire ici tantôt qu'il y a des gens qui ont des hectares.
Nous avons déjà que nous avons rencontrés, ils ont des hectares que même leurs parents avaient laissés. Et ils ne font qu'encadrer ces lopins de terre, les parties de forêt, et ils ne savent pas quoi faire. Il suffit de lancer seulement un appel que quelqu'un qui a 16 hectares, 10 hectares, 5 hectares, nous, Lise, nous venons, juste nous l'enregistrons, nous savons comment travailler sur ces hectares, nous menons les activités agricoles là-bas. Et ces hectares et sa terre va rester pour lui. Mais on peut faire des concessions. C'est une politique de production. Et quand on produit, lui il a des hectares, nous venons vers lui, nous produisons, et lui il a un pourcentage, et le reste va servir pour le pays, pour la production du pays. Vous voulez ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter ce qu'il vient de dire. Oui. Je vais encore t'inviter avec votre caméra. Voilà. Dans ma parcelle ici à Kinshasa, à ma campagne, j'ai 4000 mètres carrés. J'ai mis 2000 mètres carrés à la disposition des jeunes et des femmes. On va créer des jardins potagers. On a commencé hier. Je vous inviterai dans une semaine, 2 semaines, vous allez voir. Je dis, venez, on va vous montrer comment. Je vais amener la semence, j'amène les outils, j'amène l'espace, et vous venez avec la main d'œuvre, en cerclage, labourer. Les jours de récolte, nous partageons 50-50%. Je viens de proposer à la loi sur l'agriculture, j'ai dit, il faut recenser toute personne qui a 1 hectare, 10 hectares, 100 hectares. Il y a les petits concessionnaires, il y a les concessionnaires moyens, il y a les concessionnaires. Vous avez l'espace non cultivé. Vous pouvez faire avec la collaboration, en convention avec la population environnante. Vous venez, vous cultivez, on se convienne. Gagnant-gagnant, on partage. Je crois que ce qu'a dit Vanon, il faut que le gouvernement accompagne, parce que c'est le gouvernement qui doit être là-bas et nous devons suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le gouvernement mette le moyen. Vous savez que nos budgets, les budgets aujourd'hui actuellement, c'est pour les charges et les rémunérations. Il n'y a pas de budget d'investissement. Pas de budget pour le développement. Il n'y en a pas. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus des politiques comme vous, des membres du gouvernement, des conseillers à la présidence qui achètent des terres au niveau de recoins de Kinshasa et ils font le champ. Est-ce que c'est de cette manière-là que le pays va se développer ou il faut une autre manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus structurée ou systématique? C'est une des manières. J'avais même proposé, avant que je sois même député, qu'on exige à chaque député, comme font les autres pays. Quand vous allez ici, en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, les députés ont l'obligation que chacun dans son village ait au moins une dizaine d'hectares pour qu'ils soient les modèles. En tout cas, il faudrait le faire parce que la plupart des députés, qu'est-ce que vous faites? Vous construisez des hôtels, vous construisez des maisons par-ci, par-là, des maisons libres où il n'y a personne à l'intérieur, alors qu'on a besoin des constructions qui créent de l'emploi. Si vous allez même en Europe, vous verrez que chaque leader politique ou député, dans son village, à la campagne, il a au moins un lopin de terre dans sa ferme. Ici, nous devons le faire. Nous devons être les modèles. Moi, je le fais personnellement et je continue à le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'État accompagne. Il faut que l'État crée une sorte de plateforme. S'il va, par exemple, à Maluku, vers la route Bandundu, il prend les espaces vides. S'il faut irriguer, s'il faut le drainage, s'il faut l'irrigation, ils préparent un terrain. Ils prennent tous ces jeunes, demandent tous ces jeunes volontaires. Il ne faut pas aller jeter les jeunes comme ça. Non, il ne faut pas aller les jeter. Il faut se convenir. Si dans chaque province on en a besoin, on peut dire, nous avons besoin déjà, mais on crée un centre. Et le centre doit être encadré, sinon que ça ne devienne pas de bombes à retardement. Il faut qu'on se mette d'accord, créer des centres de production. Et que ces centres-là, avec la nouvelle politique de l'industrie, on a des zones spéciales économiques, que tous les produits qui seront produits aux environs soient vendus. Et que tous les investisseurs qui viendront, que d'abord transforment les produits locaux. Hein? Donc, consommons local, les produits locaux, consommons local. Et c'est ça la priorité. Et l'État doit commencer à le faire. S'il ne le fait pas aujourd'hui, nous serons en retard et nous risquons de rater. Pourtant, le Congo, c'est la locomotive. Quel que soit, nous avons des richesses, des ressources naturelles.
et nous avons des ressources humaines. Il faut exploiter tout ça. Alors on en vient maintenant à la question des moyens, du financement. Vanok Munipolé, à vous entendre, vous deux, vos yeux sont rivés essentiellement sur le budget qui est déjà en cours d'acceptation ou d'approbation, je peux dire, au niveau de l'Assemblée nationale. C'est sur ce budget-là que vous comptez essentiellement, Vanok Munipolé. Je vois déjà combien grande sera votre désolation. Non, je crois que vous venez de le dire tantôt et nous l'avons dit tout à l'heure ici à propos du budget. Vous savez pourquoi nous avons toujours rêvé, pensé qu'il y ait un budget consistant dans notre pays? C'est pour pallier à tous ces besoins-là. Mais quand cela ne tienne, on ne pourra ne pas faire quelque chose, comprenez. Et nous, aujourd'hui, avec cette vision, pourquoi nous mettons encore l'accent sur ce budget qu'on puisse penser toujours dans ce secteur ici du développement au niveau agricole? Mais c'est tout simplement parce que dans un pays, même dans une famille, s'il y a un enfant, un entrepreneur qui crée son entreprise, le premier partenaire, c'est ses parents, c'est sa famille. Et nous, quand nous avons cette vision, une vision du pays, de notre pays, pour la production de tout le peuple, on ne peut pas penser d'abord ailleurs. Notre premier partenaire, c'est le gouvernement congolais. C'est comme l'honorable l'a dit tantôt, que le gouvernement prépare le millier, assainit le millier, et il vient maintenant nous accompagner. Nous venons aussi, c'est vice-versa. Nous venons avec des projets, il nous accompagne. Quand cela, il trouve que cela est nécessaire. Mais pourquoi nous parlons toujours du budget et du gouvernement? C'est tout simplement parce que lorsqu'il y a un tel projet, il y a des secteurs, des différents ministères et consorts. Et ces ministères-là, ils ont aussi des budgets. Vous comprenez? Ils ont des budgets réservés dans ces secteurs-là. Et qu'est-ce que maintenant ce ministère-là font avec ce budget? Vous comprenez? Et c'est à ce niveau-là que nous pouvons dire, voilà, nous sommes là. Si nous sommes identifiés, par exemple, que notre projet est valable, et c'est alors maintenant que le gouvernement pourra nous associer pour que nous puissions maintenant apporter une réponse à ce que ce budget a été prévu pour que ça puisse contribuer dans le pays. C'est la raison pour laquelle... nous atterrissons déjà, c'est pratiquement la fin de cette émission. Vous comptez sur le budget? Non, je ne peux pas compter sur le budget. Mais vous ne comptez pas non plus essentiellement sur votre poche. Je peux dire, vous vous épuiserez tôt ou tard. Vous savez, moi, au Sud Kivu, nous encourageons les initiatives locales, le développement. Les gens se mettent ensemble. Par exemple, là, c'est le projet Oulindi. Si demain il arrive au Sud Kivu, je peux dire, je mets l'espace culturel à sa disposition. Il faut même, j'étais en train de demander au gouvernement provincial ou central, il faut créer une partie des budgets participatifs. S'il y a l'initiative locale, il faut l'appuyer. Il faut que même au niveau du ministère, les budgets d'appui, il faut appuyer les initiatives locales. Il faut appuyer les initiatives des Congolais qui se mettent ensemble. S'ils font un bon projet, il faut les accompagner. Ce que j'ai dit encore, je le répète, par exemple, le crédit agricole, ça se donne sur terrain. Il faut aller sur terrain. Je vais proposer que le ministère de l'Agriculture, qu'on l'installe, soit par exemple à l'est, au sud Kivu, au nord Kivu, en oriental, pour bien contrôler ces espaces culturels, pour qu'on développe l'agriculture pendant un certain temps. Je crois qu'il faut que notre gouvernement, aujourd'hui, demain c'est construit aujourd'hui. Il faut aujourd'hui qu'ils se mettent pour appuyer les initiatives locales, surtout de développement. Merci à vous deux d'avoir répondu à mon invitation pour parler de cette affaire qui est intéressante, la protection sociale pour les Congolais. J'espère qu'on se reverra au prochain numéro pour en parler un peu plus davantage, ou vous voulez dire un mot rapidement? Non, juste tout simplement peut-être pour dire que les gens peuvent se poser la question où est-ce qu'ils vont nous retrouver tout ça. Et nous avons déjà une adresse. L'adresse c'est juste sur le boulevard du 30 juin. Quand vous trouvez l'ancienne librairie qui se trouve ici au niveau de Régie des Eaux, l'immeuble Immobilier Snell. Nous sommes là presque tous les jours où les gens peuvent venir et il y aura des indicateurs pour nous identifier. Sur les réseaux sociaux, on peut vous trouver où? On peut nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons un site, nous avons aussi notre compte Twitter, page, voilà. Que nous aurons tout le temps de donner maintenant toutes nos adresses, de manière que les gens puissent venir nous découvrir ce que nous réservons dans Ulinzi, ici en République démocratique. Merci Vanok Munipolé.
J'ai lu l'article sur l'action humanitaire posée par le député national Olive Moudekereza, là dans le Sud Kivu. Vraiment intéressant, malgré le contexte particulier de surpolitisation du débat au sein de la République démocratique du Congo. Il est important que le gouvernement puisse agir dans le sens de la protection du social du Congolais, parce que les gens se meurent tous les jours. Merci de nous avoir suivis. Merci. Merci. Merci.